ça va être une petite vidéo aujourd'hui. Je vous fais un bilan lecture de janvier 2025. Je sais, je suis un chouille en retard. En ce qui me concerne, le mois de janvier et la première lecture de janvier sont assez importantes. Généralement, j'essaie de vraiment choisir cette première lecture de l'année avec soin. J'estime que cette première lecture de l'année a des chances d'être un peu révélatrice de ce que sera mon année de lecture 2025. Donc le premier livre était extrêmement important. Cette année, je voulais un livre qui ait une certaine importance émotionnelle. Il fallait que je choisisse bien. J'ai été très gâtée par mes amis et ma famille en matière de livres pour les fêtes. Il fallait que j'honore un de ces livres-là et finalement ça a été comme une évidence de choisir le premier livre. J'ai choisi le livre que Camille m'a offert à Noël. Je parle souvent d'elle, mais peut-être que j'ai pas encore expliqué, mais voilà, Camille est une de mes amies les plus proches, si ce n'est mon amie la plus proche. Personne ne me connaît, je pense, mieux qu'elle. Sans compter bien sûr les gens de ma famille avec qui je passe tout mon temps et qui eux ont vu tous mes côtés les plus obscurs. Disons que Camille, niveau côté obscur, elle en a vu pas mal aussi, elle me connaît très bien et l'année 2024 a été très difficile pour nous. Très riche en émotions, qu'elles soient positives ou négatives, il s'est passé plein de choses pour nous en 2024, chacune de notre côté ou pour nous toutes les deux. Donc j'avais envie d'ouvrir 2025 avec un livre qu'elle m'a offert. Écoutez, dans la liste des rituels bizarres, celui-ci est un des nombreux. Voilà, c'est une de mes lubies et écoutez, ça a plutôt bien payé. Du coup, j'ai commencé avec Quand Haru était là, disais-je, publié chez Hachette Roman avec son joli petit jaspage là. C'est écrit par Dustin Tao. J'avais beaucoup aimé le premier livre qui est Vous êtes sur le portable de Sam, qui est une romance dramatique entre deux adolescents. Un des deux ados est décédé, donc voilà, c'est très difficile. C'est des thèmes qui sont un peu délicats, on parle de deuil, d'acceptation, etc. Ce sont des thèmes que l'on va retrouver là-dedans, sauf qu'ici on n'est pas dans une romance. Moi je pensais que ça en serait une, ce n'est pas le cas. Avec ce livre-là, on est plutôt dans le drame psychologique. On va suivre Haru, qui est un jeune garçon de 21 ans je crois, enfin une vingtaine d'années. Disons que c'est un jeune adulte plus qu'un adolescent qui sort tout juste des études secondaires, donc l'équivalent du lycée pour nous, et qui va devoir postuler pour des études supérieures, etc. Seulement Haru va vivre une tragédie, il va connaître le deuil, le décès de quelqu'un de proche. Et ce livre-là, c'est toute la tentative d'Haru pour essayer de passer au-dessus du décès, pour essayer de surmonter cette épreuve, la perte d'un être cher. Mais il n'y a pas que ça, ça va aussi être toute sa tentative d'avoir une vie à peu près rangée, sa vie amoureuse est catastrophique. Je vais pas en parler beaucoup parce que ça va spoil tout le livre vu que voilà, c'est assez court, donc le moindre détail peut spoil. Sa vie amoureuse est catastrophique, sa vie professionnelle, n'en parlons même pas, ses amis, bon, s'il en a. Cette histoire de deuil donc qui chapeaute le tout, autant vous dire qu'Haru a une vie assez difficile, le pauvre. Donc voilà, c'est une histoire aussi de reconstruction, c'est assez poétique dans la traduction, je sais pas ce que ça donne en VO, enfin en tout cas ce livre-là, j'avais beaucoup aimé Vous êtes sur le portable de Sam en VO. Je trouve que Dustin Tao a une très jolie écriture, très poétique. Je trouve que l'écriture n'a rien de spécial, mais elle est parfaite pour parler à un public assez jeune, donc un public adolescent, jeune adulte. Ne donnez pas ça à des enfants trop jeunes, parce que même s'il n'y a rien d'explicite, il y a quand même des mentions de drogue, d'alcool, l'histoire du deuil, etc. C'est pas comme les mémoires de la forêt où le deuil est sous couvert de mignonnerie. Là, c'est assez tragique tout le temps. C'est assez triste. Si vous êtes vous-même endeuillé, si vous-même vous avez du mal avec ce thème-là, peut-être ne lisez pas celui-ci. C'est pas ce que je vous recommanderais tout de suite, quoi. Parce qu'il a une manière de traiter le deuil qui à aucun moment n'est heureuse ou joyeuse. Alors, non pas que le deuil soit heureux, à un quelconque moment, ce que je veux dire c'est que des fois vous avez le deuil qui est traité et on met par-dessus des choses un peu mignonnes, un peu touchantes, un peu chaleureuses, voilà, on essaye de réchauffer un petit peu la froideur de ce thème. Là c'est froid tout le temps, rien ne va, rien ne va. J'ai bien aimé l'ambiance générale du livre malgré tout, même s'il était assez triste, même si c'était pas assez triste pour me tirer les larmes, je trouvais que l'ambiance générale fonctionnait et que c'était assez touchant, assez poignant en tout cas pour qu'on ait envie de tourner les pages. C'est un roman que moi j'appelle un peu tranche de vie, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment de la vie d'Haru et on s'arrête non pas à la fin mais à un moment donné, on va suivre un tout petit laps de temps de son existence.
On n'a pas trop d'avant, on n'a pas trop d'après, c'est vraiment, on va se focus sur ce moment-là de sa vie. Alors ça dure quelques mois, si je me trompe pas, ça dure moins d'1 an hein, le roman, mais voilà, c'est quelques mois de l'existence de Haru et comment il essaie de se reconstruire. Et alors cette histoire-là, c'est justement la rencontre avec un jeune garçon. Je viens de me rendre compte d'un truc depuis le début, j'appelle notre personnage principal Haru, c'est pas du tout son nom, pas du tout. Notre personnage principal, il s'appelle Eric. Haru, c'est justement le jeune garçon dont j'allais vous parler que Eric rencontre et qui va justement l'aider à surmonter l'étape du deuil. Oh là, autant vous dire que la journée a été longue, on voit qu'on est lundi soir rentrant du boulot, hein, ça a été compliqué post-week-end. Donc le personnage principal c'est Eric et il va rencontrer Haru qui va l'aider un peu à surmonter son deuil, etc. Et là, c'est pas du spoil, mais Eric va se rendre compte d'un problème, c'est que tous les moments qu'il vit avec Haru sont un peu magiques, un peu enchanteurs. Ça fonctionne plutôt bien, il y a des quiproquos où il comprend pas trop comment Haru arrive à être là et en même temps plus là, etc. Et on va se rendre compte qu'en fait, Haru ne peut être vu que par Eric, ce qui va poser, vous imaginez bien, des problèmes. Eric va devoir un peu justifier son comportement auprès de son entourage, ça va être assez délicat. C'est peut-être le bémol de ce livre, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait une part de fantastique qui n'a pas d'explication et on doit faire avec. C'est-à-dire qu'à aucun moment Dustin Tao va essayer de nous expliquer pourquoi Haru ne peut pas être vu, d'où il sort, etc. Haru est là et c'est tout, il faut qu'on fasse avec nous aussi. Et ça, moi, c'est ce que j'aime bien, ça existe dans beaucoup d'autres romans, dans beaucoup de contemporains. Vous êtes sur le portable de Sam, c'est ça, tant que le café est encore chaud, c'est un peu ça aussi. Il y a un côté un peu, c'est magique, mais qui n'est pas une arnaque, je trouve, pour le lecteur, qui est pleinement assumé et de toute façon qui nous est annoncé dans le résumé, donc on savait dans quoi on s'engageait. Autre petit bémol potentiel avec ce livre, je les mentionne comme ça, vous savez si ça vous intéresse ou non. Comme c'est le cas avec beaucoup de romans en tranche de vie, sachez qu'il n'y a pas vraiment d'action dans le livre, il n'y a pas de plot twist, c'est vraiment... on défile les pages et on nous raconte la vie d'Eric. Donc si vous cherchez de l'action et un rythme qui va faire comme ça, là, qui va pulser votre rythme cardiaque, c'est pas le livre qu'il vous faut. Mais si vous aimez les histoires un peu touchantes, un peu dramatiques, etc., ça peut être sympa. Si vous êtes parent d'un ado ou d'un jeune adulte et que vous voulez aborder ce thème, ça peut être intéressant. C'est peut-être pas le meilleur à mon sens, mais ça reste un bon livre sur le thème du deuil qui peut être sympa à lire pour peut-être essayer d'apaiser un petit peu son esprit et son cœur à un moment donné. Pour conclure, je dirais que c'était un bon livre, mais j'ai quand même largement préféré le premier. Vous êtes sur le portable de Sam. Sachez qu'un troisième roman de Dustin Tao va bientôt sortir, You Found Oliver, je crois. Je vous mets une couverture de toute façon à l'écran si ça vous intéresse. Moi j'ai très hâte de le lire, je pense que je vais rester fidèle à Dustin Tao, parce que Dustin Tao. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler, c'est La Bibliothèque des rêves secrets que j'ai écouté sur Audible. C'était inclus dans l'abonnement, donc j'en ai profité. Il me semble que c'est publié aux éditions Nami, et pour le nom de l'auteur ou de l'autrice, je suis désolée, je fais ça de tête, donc vous l'aurez à l'écran. Ce livre-là, au début, j'étais pas très emballée. Je le trouvais pas terrible. C'était encore un roman tranche de vie à la japonaise, entre gros guillemets. Il y a eu d'autres dans le style où en gros un chapitre c'est le point de vue d'une famille ou d'un personnage et on va changer à chaque chapitre de personnage. Bon, ça j'avais déjà vu dans par exemple Un lundi parfum thé matcha. Au début j'étais fort peu emballée, en plus je trouvais que avec la narration c'était assez monotone, j'étais pas très emballée. Et finalement j'ai quand même profité de l'écoute et je dois dire que ce livre là représente tout ce que j'espérais être au moment où je suis devenue libraire et tout ce que j'espérais être au moment où j'ai ouvert cette chaîne YouTube. C'est peu dire. Pour vous résumer très rapidement l'histoire de ce livre, en fait on va suivre plusieurs personnes de caractères très différents. Ça peut être une mère de famille, ça peut être un frère, une sœur, un auto-entrepreneur, voilà, des personnes normales, très banales, qui ont leur train-train quotidien, qui ont leur vie, qui est bien établie, bien mise en place. Et le point commun de tous ces points de vue, c'est que tous ces gens-là vont se dire à un moment donné, cette vie ne me convient pas. Ma vie telle qu'elle est ne va pas. Il faut que ça change. Mais qu'est-ce qui est dur quand on se dit ça? Déjà, s'en rendre compte, c'est extrêmement compliqué. Mais qu'est-ce qui est le plus dur après, quand on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie? Bah, c'est de faire le premier pas. Donc ce livre-là, c'est l'histoire du premier pas. De faire le premier pas pour oser changer de vie.
Donc ça déjà, c'était un thème que je trouvais extrêmement intéressant. L'histoire va se passer de telle sorte qu'à un moment donné, tous ces gens-là, pas en même temps, mais tous ces gens-là vont se retrouver à aller à la bibliothèque de leur ville. Ils vont à la bibliothèque, ils vont rencontrer cette bibliothécaire un peu étrange. Alors elle est un peu étrange parce qu'elle parle pas beaucoup, elle est même un peu taciturne des fois. On se demande un peu pourquoi elle est devenue bibliothécaire si ça l'intéresse pas de parler aux gens. Donc ces gens-là vont venir avec des envies très précises, des besoins très précis. Ces besoins, c'est les besoins qu'ils pensent être le plus adaptés à leur situation. Exemple d'un des points de vue, c'est de faire le plus spoil-free possible, une mère de famille est coincée un peu dans ce mariage banal, dans cette vie banale avec sa fille. Elle en vient même des fois à se dire qu'elle regrette d'avoir eu sa fille et elle culpabilise beaucoup parce qu'en fait cette vie de famille qu'elle voulait au début se trouve être un énorme frein pour sa vie professionnelle. C'est très frustrant pour elle, c'est très difficile, elle se fait mettre de côté par son patron parce que c'est une maman qui travaille. C'est très frustrant pour elle. Elle décide d'essayer de prendre sur elle encore une fois et d'aller prendre du bon temps et d'emmener sa fille à la bibliothèque. Sauf que finalement c'est elle qui va se faire conseiller, donc elle va arriver près de la bibliothécaire un peu étrange et donc elle va lui demander une liste de recommandations d'albums pour enfants. Donc une liste comme ça, parce qu'elle vient une fois, elle a une journée de disponible dans sa vie très très chargée de femme qui travaille plus maman. Elle a déjà 2 jobs, donc je vous laisse imaginer qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre pour elle, la pauvre. Donc voilà, elle fait une grosse liste. Et à la fin, la bibliothécaire va lui rajouter un titre qui n'a rien à voir avec sa demande initiale. Le titre, il me semble, dans le livre qu'elle lui met, c'est un truc genre de développement personnel, enfin un truc comme ça. Du coup, elle est moyen convaincue, moyen tentée, mais elle se dit bon bah je vais pas froisser la bibliothécaire, surtout qu'elle lui donne le truc et puis après elle lui parle plus. Hein. Hop, conversation finie. Elle se dit bon bah je vais le prendre tant qu'à faire, je vais le prendre. Et il s'avère que ce livre-là va être l'élément déclencheur. Pour tous les points de vue, c'est ça. Et c'est ça qui m'a touchée, c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est que moi c'est ce que je rêve de faire de par cette chaîne. Et ce que je rêvais de faire quand j'étais libraire, c'était de trouver le livre au bon moment, pour ce moment précis, pour cette personne précise. Et ça, c'est une réussite. Quand vous êtes libraire et que quelqu'un vient vous voir et vous demande un livre et que vous commencez à poser des questions, parce que moi c'est ce que j'aimais faire, quand on venait me voir et qu'on n'avait pas de demande précise, j'étais un peu casse-pied peut-être, on me l'a jamais dit, mais je posais des questions. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez dessiner? Vous aimez voyager? C'est quoi la dernière émission que vous avez regardée? Est-ce que vous aimez les dessins animés? Enfin, ce genre de choses. Je posais des questions sur le quotidien de la personne, etc. Et j'essayais de trouver le livre parfait. L'histoire du livre publié chez Nami, l'histoire de la bibliothèque des rêves secrets, c'est ça, c'est l'histoire d'une bibliothécaire qui trouve le livre au bon moment pour cette personne. Et alors, en tant que personne qui croit un petit peu à la thérapie par le livre, voilà, je pense qu'il peut exister un livre pour tout le monde. Tout le monde a au moins un livre qu'il aime, je pense. Peu importe le format, ça peut être un manga, ça peut être une BD, ça peut être un livre, un audio, peu importe, mais je suis persuadée qu'il existe du contenu littéraire pour tout le monde. Et surtout que le contenu littéraire peut soigner, peut-être pas guérir, mais au minimum apaiser. Et ben je vous assure que ce livre-là, il fait beaucoup de bien et il est très poignant, il est très touchant, mine de rien, quand on lit un peu sous les lignes. Et ouais, ce livre-là m'a rappelé pourquoi j'aimais les livres en fait. Voilà, tout simplement. Dans un tout autre registre, un registre beaucoup plus sombre et terrifiant, j'ai envie de vous parler de La morsure des roses de Christophe Guillemin, publié chez Nemos. La chose que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous laissez pas avoir. Il est beau, hein, il est magnifique ce livre, n'est-ce pas? Sa couverture, les roses, les masques et tout. Ne vous faites pas avoir, il est là pour boire votre âme et il va y arriver, il y a de grandes chances. La morsure des roses, c'est une histoire de royauté, de rivalité entre sœurs, mais pas n'importe quelle sœur, des sœurs d'ascendance divine. Leur père, vous pouvez globalement le comparer à Zeus dans la mythologie grecque. C'est un dieu qui est tout puissant et qui a à peu près les mêmes perversions, la même soif de pouvoir et le même penchant pour la manipulation. C'est-à-dire que là, on va retrouver l'archétype du dieu tout-puissant qui se transforme pour aller tout simplement séduire des femmes et leur faire des enfants.
Donc on a des sœurs d'ascendance divine qui vont se tirer dans les pattes pour des raisons que je ne vais pas vous spoil parce que je trouve que c'est super bien fait, c'est-à-dire que moi je pensais que j'allais être du côté de Kaeline, l'héroïne qui est annoncée dans la 4e de couverture. Il s'avère qu'en fait elles sont 5 et que chacune des sœurs a une bonne raison de faire ce qu'elle fait. Et ça j'ai trouvé ça super malin, c'est que on en vient à remettre en question les atrocités qui sont commises par 2 des sœurs dans le livre en se disant mais elles ont quand même un motif. C'est pas gratuit, ça justifie pas tout, hein, me direz-vous, mais c'est-à-dire que c'est pas de la méchanceté stupide. Il y a un but, il y a une volonté qui n'est pas spécialement de nuire au départ, et ça j'ai trouvé ça très très intéressant. Certaines sœurs ont des pouvoirs, d'autres non. On va avoir aussi tout un bestiaire qui était vraiment très très inattendu, qui vous terrorise dès le 3e chapitre. Si vous aimez les trucs un peu dégueux, bah lisez-le, il va vous plaire. On est donc sur l'histoire d'une des sœurs, Kaeline disais-je, qui va essayer d'aller protéger une autre sœur, donc celle qui vit dans le palais plein de roses avec des jupons, parce que 2 autres de la fratrie, qui sont complètement starbés, essayent de la tuer et de tuer son enfant à naître. Super! Qui a dit que les relations de famille c'était facile? Et la 5e sœur, elle a dit qu'elle voulait pas être mêlée à tout ça parce que flemme. Voilà, donc en gros, 2 contre 2. Mais pas vraiment 2 contre 2, parce que Kaeline et... comment elle s'appelle l'autre? Evelyn, c'est la princesse. Donc Kaeline et Evelyn, bah, elles peuvent même pas s'entendre. Donc imaginez bien la coopération, c'est le bazar. En plus de ça, il y a de la corruption dans tout le palais, de la corruption qu'elle soit mentale ou physique. Du coup, bah, si vous aimez pas le body horror, accrochez-vous. Mais, parce que on a l'impression que ce que je dis c'est négatif, parce que moi ça me dégoûte un peu, mais ça dégoûte autant que ça fascine. La magie dans ce livre est incroyable, elle est spectaculaire, elle est presque grandiose, et là c'est pas un feu d'artifice, c'est grandiose dans tout ce qu'elle a de plus glauque, effrayant, on touche à la folie, à la folie furieuse, au carnage, c'est absolument génial. On en vient à se demander si on ne perd pas nous-mêmes la raison quand on le lit. C'est un chaos absolument sublime, embelli par une plume française magnifique, vraiment magnifique. Ce livre est une pépite, il est très original, il est incroyable dans son genre, vraiment. Je pensais lire une histoire de royauté, un peu à la Twin Crowns et tout, peut-être version un peu plus adulte. C'est-à-dire que pas du tout. J'ai eu une histoire de magie divine beaucoup trop stylée, de revanche. Je voudrais faire une aparté sur le texte en lui-même et sur la plume de Christophe Guillemin que, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvée absolument magnifique. Je trouve qu'elle résonne la plume française. Elle sonne plume française. Vous lisez ce texte, vous savez que c'est un Français qui l'a écrit. On a l'impression de lire une plume travaillée comme les classiques de l'époque, presque une plume de gothique anglais, mais avec les sonorités françaises et la beauté du style français. C'est-à-dire que ça peut tout à fait faire la promotion de notre langue à l'international. Ça me ferait plaisir que ça soit le cas. Être représenté par ce style de texte, c'est un honneur. Vous sentez que ça parle bien, ça chante à vos oreilles, même pour les choses les plus horribles et macabres du livre, ça chante à vos oreilles, c'est vous dire. Vous avez des sonorités très très françaises, le bois aux cerfs, le bois aux biches, ce genre de choses, des choses très françaises mais qui ne font pas kitsch, qui ne font pas vieille médiévale fantaisie moyenâgeuse, et pourtant on a une plume, la plume sonne à la fois comme ancienne et comme musicale et comme très lyrique. C'est très très beau, franchement c'est très très beau, c'est à découvrir, moi je vous le recommande très chaudement, c'est un très très beau texte francophone. Donc comme vous vous en doutez, ça a été ma meilleure lecture du mois de janvier, je ne peux que vous la recommander et je pense que moi je vais checker très régulièrement les prochaines sorties de Christophe Guillemin s'il y en a, parce que j'en veux plus de ça, j'en veux vraiment plus. Pour finir le mois de janvier, je vais aller très vite sur cette duologie. Je vais vous parler de la duologie ensemble parce que je l'ai lu fin janvier, début février, mais comme ça je fais une pierre deux coups. Je vous en ai déjà parlé dans le point saga, c'est pour ça que je vais aller vite. J'ai lu la duologie Tiziri, je l'ai enchaînée. C'était très bien. Par contre, c'était très bien et en même temps, c'était très banal. Je vous explique. Avec Tiziri, on suit l'histoire d'humains qui sont sur une planète, on ne sait pas trop laquelle, on ne sait pas si on est sur Terre ou pas, on s'en doute un peu, mais voilà, c'est un peu caché.
Ils vivent sous un dôme et ils doivent sortir de cette espèce de protection magnétique un peu technologique pour aller chasser dans la forêt, dans la jungle, une jungle qui est très très hostile aux humains, une jungle qui a une volonté propre, qui a une manière de penser, qui existe en tant que créature vivante, en tant qu'être vivant. Les végétaux sont des êtres vivants à part entière avec une volonté, une âme, des désirs, de la rancœur, des émotions, de la loyauté. Ils ont tout ça, qui fait que cette nature peut être soit votre allié, soit votre ennemi. Je vous souhaite pas du tout de l'avoir comme ennemi, elle fait pas très envie parce qu'elle est bien vénère dans Tiziri. À un moment donné, on nous parle de certaines créatures qui nous font beaucoup penser à Avatar. Ce sont des humanoïdes beaucoup plus costauds. Imaginez les personnages d'Avatar bleus, vous les rendez un peu plus costauds, vous leur mettez des griffes et des pupilles en fente. Vous avez les écomères, je grossis un peu le trait, hein, mais globalement ça ressemble un peu à ça. Et donc les écomères sont les ennemis des humains et chassent les humains dans la forêt. Vous avez globalement l'histoire, je vous spoil pas plus parce que c'est un livre qui est très peu surprenant, qui a très peu de rebondissements assez incroyables. Voilà, moi j'ai été surprise à aucun moment du récit et en même temps je pense pas que ce soit le but, c'est-à-dire que c'est un très très bon récit de young adulte, c'est bien écrit, c'est joli, c'est poignant, enfin on est bien pris dedans en tout cas, on a bien envie de continuer et de tourner les pages. Les thèmes qui sont abordés sont très intéressants à mon sens. Vous avez le thème de l'écologie, du respect de l'autre et du respect des différences, des autres cultures. Vous avez des histoires de loyauté, de trahison, d'amitié, vous avez des histoires d'amour, de famille. Les thèmes sont globalement très intéressants, mais vous n'avez rien de surprenant. Donc en fait, ça en fait juste, de mon point de vue d'adulte, un très bon young adulte. C'est une très bonne histoire. Et je la recommanderais en magasin sans aucun souci. Voilà, si on me demande... d'ailleurs, ça a été le cas. Au boulot, une collègue fan de livres sur la nature, fan d'Avatar, m'a dit « Bah tiens, j'aimerais bien trouver un livre un jour comme ça. » Je lui ai prêté Tiziri, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer et que vous avez seulement une photo. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, un très très bon récit à donner à des jeunes adultes. Je pense que pour la jeunesse, non. Pour des adolescents, ça doit passer aussi, hein. Vous avez rien de très très choquant. Alors, si vous êtes contre les armes à feu, sachez qu'il y en a, voilà, dans le récit. Je sais que ça peut être un sujet un peu sensible, ça, surtout quand on est parent et qu'on donne des livres à ses enfants. Des fois, on n'a pas envie qu'il y ait des armes à feu qui apparaissent ou ce genre de choses. Là, il y en a. Donc voilà, sachez-le. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de scène horriblement gênante. Il n'y a pas de scène 18+. L'histoire d'amour est très classique, voilà, c'est très mignon. Si l'histoire est très banale, elle n'en reste pas très bien et je trouve que les personnages nous donnent bien quand même envie de les suivre, donc c'est un pari réussi à mon sens pour Tiziri. Pour moi c'est un joli 4 sur 5 quand même sur l'ensemble de la duologie. Écoutez, c'était un bilan plutôt court, j'ai pas lu tant que ça au mois de janvier, j'ai lu 4 livres, en réalité j'en ai entamé 6 et terminé 4. J'ai entamé en même temps Onyx Storm parce que c'est sorti avant dernière semaine de janvier, c'est sorti vers le 21 ou le 23 janvier, donc j'ai commencé en même temps. J'ai aussi entamé Little Life, mais je l'avais mis en pause fin janvier tout simplement parce que... Ah là là, je suis un cliché, mais parce que c'était trop dur pour moi. Voilà, c'était beaucoup trop émouvant. C'était beaucoup trop violent psychologiquement, c'est-à-dire que un des personnages du livre me fait beaucoup penser à moi-même à certains moments de ma vie. Du coup, c'était trop dur. Et comme j'aime pas trop souffrir, du moins pas tout de suite, je l'avais un peu posé parce que vraiment c'était... Je pouvais même pas le reprendre, c'était trop dur. Donc je voulais pas me faire de la peine. Et en plus j'ai vraiment envie de l'aimer. Bah de toute façon je vous ferai un point parce que je l'ai terminé entre temps. Ouais. Il faut qu'on en parle de ce livre-là. Mais voilà, c'était un bon gros pavé que j'avais entamé en même temps, donc ça explique pourquoi janvier a été un petit peu plus réduit en matière de lecture terminée. Écoutez, globalement quand même, c'était, comme je vous le disais, un bon mois de lecture. J'ai mis 4 étoiles à toutes mes lectures. J'ai découvert la bibliothèque des rêves secrets qui était géniale. J'ai découvert La morsure des roses qui était une excellente surprise, qui était super... C'était super encourageant pour lire d'autres livres francophones en tout cas. C'est ma résolution de l'année un peu 2025, c'est de
d'écouter un peu plus les recommandations de Lucie, d'Emeline, Cécilia, même Marion qui propose beaucoup de SF. J'ai quand même envie d'essayer de me pencher un peu plus sur ce qu'elle propose. En tout cas de faire un peu plus honneur à nos auteurs et autrices parce qu'il y a des petites pépites cachées et j'ai vraiment envie de partir à la recherche de tout ça et de le découvrir. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce bilan. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle a été votre meilleure lecture du mois de janvier. Je suis très curieuse de savoir. On prend toujours les bonnes recommandations ici et dans les commentaires, donc n'hésitez pas à partager même pour les autres, pas que pour moi. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous remercie très très fort de m'avoir écouté jusque là et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous!